Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'or, l'argent, le cacao et le pétrole. C'est parti. Alors on va commencer par l'or, que j'ai appelé les tensions géopolitiques soutiennent les cours. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Donc évidemment il y a eu pendant la nuit des frappes d'Israël vers l'Iran. Donc l'or reste à des niveaux élevés, notamment en raison des incertitudes liées au commerce international mondial et aux tensions au Moyen-Orient. On a aussi eu pendant la semaine des négociations entre les États-Unis et la Chine qui ont abouti, mais la réaction des marchés a été plutôt limitée quant à ces négociations. La Chine continue aussi d'acheter de l'or et a augmenté ses réserves pour le 7e mois consécutif en mai. L'or ne réagit pas vraiment fortement au rapport sur les perspectives de taux d'intérêt américains et il y a surtout une incertitude qui est liée à l'inflation et qui est considérée comme plus importante par les investisseurs. Aucune baisse des taux n'est attendue lors des réunions de la Réserve fédérale en juin et la probabilité est d'environ 15 à 20% pour juillet. Par contre, on a une probabilité légèrement supérieure à 70% pour une baisse en septembre. Alors sur ce graphique, je veux vous montrer un petit peu les positions nettes des spéculateurs et des investisseurs sur l'or. Alors pour rappel, les positions nettes, ce sont les positions longues moins les positions courtes. Si vous voulez un petit peu en savoir plus sur ce genre de graphique et comment est-ce qu'on les fait, comment est-ce qu'on les comprend, vous pouvez regarder notre vidéo tuto sur le rapport CFTC. Alors sur ce graphique, on peut voir donc en rouge les positions nettes, qui ont largement baissé et qui ont légèrement remonté les derniers jours. Et si elles ont rebondi, c'est principalement en raison d'une diminution des positions courtes qu'on voit ici en rouge, alors que l'augmentation des positions acheteuses en vert ici reste assez modeste. Alors maintenant, je voulais vous parler un petit peu de l'argent. Alors pour l'argent, la demande d'argent physique reste assez forte, y compris pour les ETF. Le Silver Institute prévoit un nouveau déficit en 2025 qui serait le 5e déficit annuel consécutif. Et si on compte aussi la demande des ETF, alors on en est à la 7e année de déficit sur l'argent. L'offre par contre devrait augmenter légèrement d'environ 2% comme l'année dernière. Alors que la demande devrait théoriquement baisser légèrement, mais en fait si on compte les ETF, elle augmente. La demande d'argent serait nettement plus élevée si la fiscalité sur l'argent était modifiée, parce que notamment plusieurs pays européens maintiennent une TVA sur les achats d'argent, donc c'est possible que cette fiscalité-là puisse être modifiée dans le futur, on verra. La demande d'argent reste principalement tirée par l'industrie, qui représente 70% de la demande totale. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous voyez en gris la demande d'argent par l'industrie, en vert la joaillerie et en orange ce sont les lingots. Et donc on voit que la demande industrielle d'argent augmente d'année en année. Il y a 5 ans, elle était d'environ 50% et maintenant c'est 70%, ce qui explique notamment pourquoi est-ce que l'argent se comporte différemment de l'or, parce que l'argent est plutôt considéré comme une matière première, une commodity, alors que l'or est plutôt considéré comme une valeur refuge par les investisseurs. L'argent a atteint son plus haut niveau depuis 2012, notamment porté par la perception de l'or comme un métal cher. Parallèlement, on observe également une augmentation notable de la demande de platine, qui est le métal le plus performant cette année. Donc sur ce graphique, on peut voir un petit peu les écarts de prix par rapport à la moyenne. Alors de quelle moyenne on parle? On le voit ici en noir avec donc les prix de l'argent, en rouge la moyenne à 5 ans, en vert la moyenne à 1 an et en jaune la moyenne à 100 jours. Et donc si on regarde un petit peu le détail d'écart à la moyenne, c'est ce qu'on voit ici, ce qu'on appelle le Z-score, ce sont les écarts types, ce sont des mesures d'écart à la moyenne. On est sur des zones de 3 écarts types, quelles que soient à peu près les échelles de temps, ce qui pourrait vouloir dire qu'on est en surachat sur certaines matières premières. On considère déjà que 2 écarts types au-dessus de la moyenne, c'est déjà un surachat. Alors pour l'argent, on considère qu'on a un surachat extrême vers 5 écarts types. Et donc pour être seulement en surachat, ce serait plutôt 3,54. Donc on ne sait pas encore si on peut vraiment parler de surachat pour l'argent, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a de la demande, donc à voir ce qu'on fera dans le futur.
Maintenant, on va regarder un ratio que j'aime beaucoup, qui est le ratio entre le prix de l'or et celui de l'argent, donc gold sur silver. Et ce ratio est récemment passé d'environ 100 à près de 90. Donc les moyennes à long terme oscillent autour de 60-70, ce qui indique que l'argent pourrait bénéficier d'une marge de hausse considérable. Évidemment, pour ça, il faut que ce soit l'argent qui rattrape l'or. Si c'est l'or qui baisse alors que l'argent reste stable, on n'aurait pas ce phénomène. Alors c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Le ratio or sur argent est clairement en baisse, c'est ce qu'on voit ici. La moyenne mobile sur 10 ans est d'environ 81, ce qui au cours actuel impliquerait un prix de l'argent de 41 $ l'once. Si on va chercher la moyenne depuis 2004, dans ce cas-là, ça suggérerait plutôt un niveau de 69, donc un ratio de 69, ce qui correspond à 48 $ l'once. Et si on prend la base de la moyenne à long terme et du cours actuel de l'or à 3333 $ l'once, même on est plus à 3400 maintenant, l'or devrait se négocier à 62 $ l'once, ce qui constituerait un nouveau record historique. Alors maintenant, on va parler du cacao, avec des stocks qui continuent à se remplir. Les prix du cacao restent supérieurs à 10 000 $ la tonne, avec une hausse continue des stocks entre le niveau le plus bas atteint en janvier, qui est le niveau le plus faible depuis 20 ans au niveau des stocks. Le nouveau contrat à terme s'ouvrira à environ 600 à 700 $ de moins parce qu'il y a une backwardation qui est extrême. Donc pour rappel, la backwardation, c'est quand les prix futurs sont inférieurs au contrat spot. Le contrat actuel de juillet est en train d'être remplacé par celui de septembre, et donc celui de septembre devrait mieux refléter les fondamentaux attendus pour la saison principale qui devrait commencer en octobre. Les précipitations devraient se poursuivre en Afrique de l'Ouest pour les prochains jours, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix du cacao lors du passage au nouveau contrat. On a aussi des livraisons vers les ports de Côte d'Ivoire depuis le début de la saison qui ont déjà atteint 1,64 million de tonnes contre 1,53 million de livraisons l'année dernière. On a des livraisons hebdomadaires de 19 000 tonnes. Alors sur ce graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est le spread donc entre le contrat de juillet et celui de septembre, donc qu'on voit ici en bleu, et en rouge ici c'est le prix du cacao. Donc on a un spread qui est de plus en plus important et qui s'est donc considérablement creusé, et ce qui indique une demande assez forte à court terme sur le marché spot. Parallèlement, la baisse des prix du contrat de septembre pourrait refléter une plus grande certitude quant à une augmentation de l'offre. Alors maintenant, on va parler du pétrole, où on a eu beaucoup de volatilité dans la nuit. Alors l'OPEP+ maintient sa production alors que les stocks de pétrole US diminuent, et évidemment, on a des prix qui ont explosé à la hausse. Cette nuit, on est monté jusqu'à 10% de hausse, je crois, maintenant on est plus vers 6-7, suite aux frappes d'Israël sur les infrastructures iraniennes. L'OPEP+ maintient sa stratégie d'augmentation de la production de pétrole de 411 000 barils par jour, avec une augmentation prévue de 411 000 barils aussi en juillet. Depuis le début de la restauration de la production, l'OPEP+ a théoriquement augmenté sa production pour juillet de près de 1,4 million de barils par jour. L'OPEP+ est en bonne voie pour compenser entièrement les réductions volontaires de production au cours des 3 prochains mois. Alors, sur ce graphique, je voulais vous montrer un petit peu la saisonnalité des prix. Donc ici en vert, vous avez les prix de cette année. Le graphique n'est pas tout à fait à jour. Depuis cette nuit, on est plutôt par là. Ici, on a la moyenne à 5 ans. Ici, le plus haut de 5 ans. Et ici, le plus bas de 5 ans. Alors, les prix ont rebondi ces dernières semaines, et encore plus cette nuit, et devraient se rapprocher de la moyenne à 5 ans. Donc là, on est même presque dessus. Même si on regarde un peu la saisonnalité, on voit qu'on a plutôt une stabilité du pétrole pendant toute cette moitié de l'année, avant une petite baisse et une hausse. Et c'est surtout en début d'année qu'il y a tendance à avoir des hausses sur le prix du pétrole. Alors évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, et ce n'est pas parce que le pétrole a fait quelque chose les années précédentes qu'il le fera encore cette année, mais c'est toujours intéressant de regarder un petit peu les saisonnalités.
Alors, maintenant je voulais vous montrer un petit peu les stocks de pétrole aux États-Unis. Donc ceux-ci ont légèrement baissé ces dernières semaines avec des baisses plus importantes qui sont attendues dans un avenir proche. Cette situation est liée à une baisse des exportations américaines, notamment vers l'Europe qui a accès à de plus grandes quantités de pétrole brut arabe ou provenant d'autres pays comme le Kazakhstan. Les baisses saisonnières des stocks de pétrole se poursuivent généralement jusqu'au début de l'automne lorsque les raffineries procèdent à leur maintenance. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec ici en noir la saisonnalité des stocks, ici le plus haut à 5 ans, ici le plus bas à 5 ans, ici l'année 2024 et ici la moyenne à 5 ans, je crois que je l'ai déjà dit. Les stocks américains de pétrole ont légèrement diminué, c'est ce qu'on voit ici donc sur cette année en vert, mais sont restés relativement stable pendant environ 2 à 3 mois. Donc la saisonnalité pourrait indiquer donc une baisse des stocks encore jusqu'au début de l'automne, avant une stabilisation, et les stocks ont plutôt tendance à remonter en début d'année. Mais en tout cas pour l'instant on a des stocks qui sont plutôt faibles, hein, je le dis assez souvent, donc qui sont sous la moyenne à 5 ans, sous l'année dernière. Donc si on continue à avoir des stocks qui baissent, ça pourrait être un catalyseur plutôt haussier pour les prix du pétrole. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.